Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre débat économique hebdomadaire de la semaine. C'est le dernier de cette saison et oui, il y a une fin à tout. C'est le dernier débat qui vous parle de l'économie qui vous concerne depuis bientôt 5 ans. Et pour ce soir et pour ce dernier numéro, entre autres choses qui nous concernent directement tous, c'est la situation des finances publiques. On en parle déjà depuis quelques années déjà. Le déficit budgétaire se creuse, l'État n'ayant pas de quoi payer les dépenses de fonctionnement et les dépenses en subvention et de quoi équilibrer donc ce budget qui est déficitaire depuis plusieurs années, eh bien, rappelez-vous, a fait tourner la planche à billets à partir de 2017 pour produire de l'argent et combler ce déficit. Avant-hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé que la période du financement non conventionnel était révolue et que l'Algérie n'ira pas non plus s'endetter à l'extérieur pour financer son déficit budgétaire. Alors, question toute simple, comment l'Algérie devrait-elle alors financer son déficit? Comment continuer à faire face aux dépenses de fonctionnement, souvent incompressibles, et comment faire face à sa politique sociale sur laquelle, en tout cas jusque maintenant, elle ne revient pas, alors que les recettes en dinars, on le sait, ne sont pas suffisantes pour suivre ce train de dépenses. Alors, pourquoi le gouvernement prend-il une telle décision maintenant? Quelles mesures urgentes prendre pour subvenir à nos besoins par nos propres moyens, puisque c'est visiblement ce que l'actuel gouvernement veut faire. Alors, nos invités sont experts chacun dans son domaine et ils vont tenter de nous éclairer, de nous donner leur point de vue sur la situation qui prévaut actuellement. J'ai le plaisir de recevoir professeur Youssef Ben Abdallah, bonsoir, et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Alger et j'ai le plaisir de recevoir monsieur Abdelrahman Hadef, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en développement économique. Voilà, alors avant d'entamer ce débat qui donc va parler de déficit budgétaire et de moyens de le financer, je vous propose de revenir sur cette déclaration qui a eu lieu dimanche dernier, pour ceux qui l'ont raté. C'était le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui s'est prononcé face à un parterre de journalistes et qui disait que le gouvernement avait décidé d'arrêter de faire tourner la planche à billets, de cesser donc d'avoir recours au financement non conventionnel et n'avait pas non plus l'intention d'avoir recours à l'endettement externe. Je vous propose d'écouter en quelques secondes la déclaration du ministre de la Communication. الجزائر لها من المدخرات يعني ما يقيها L'Algérie possède un potentiel et des capacités à même de lui permettre de passer en toute quiétude et sérénité cette conjoncture. Seulement, il faudrait persévérer et travailler efficacement et surtout renforcer le dialogue social entre les Algériens. Je suis convaincu que l'Algérie peut passer vers une nouvelle étape de qualité et le pays se portera certainement mieux. المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة فكوني على يقين بأن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله. Alors voilà donc pour la déclaration faite dimanche dernier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. On l'a vu, c'est un dialogue, on va dire, où des propos qui sont davantage politiques qu'économiques ou financiers. On n'en sait pas davantage sur cette décision qui tombe et qui dit que le financement non conventionnel va cesser. Alors avant de commencer à parler de ce sujet, je voudrais d'abord qu'on explique avec des mots simples de préférence en quoi consiste le financement non conventionnel et à quoi il a servi jusque maintenant. Professeur Youssef Ben Abdallah. Merci. En mots très simples, le financement non conventionnel veut dire tout simplement ce qu'on appelle communément la planche à billets ou plus académiquement le financement monétaire. C'est-à-dire que le trésor public passe directement par le marché primaire, d'accord, et contre des titres qu'il remet à la Banque centrale imprime de l'argent et le lui donne. Alors que d'habitude, le Trésor, il passe, mais par le marché secondaire, donc il remet des titres contre de l'argent, mais qui circule. Alors la différence entre les deux est que le financement non conventionnel, la planche à billets, normalement, elle est porteuse d'inflation dans le court et moyen terme. Alors que le premier financement est un financement qui est dit sain, puisqu'il ne passe pas par de la création monétaire. Voilà la différence entre les deux. Ceci dit, si vous permettez, je reviens un peu sur la déclaration de Monsieur le ministre. Il n'a pas assez dit.
il n'a pas assez dit parce que c'est une bonne chose en soi qu'on arrête le financement non conventionnel parce que c'est une procédure qui a soulevé un peu beaucoup de questionnements chez les économistes. Mais simplement aujourd'hui, quand on arrête le financement conventionnel, qui est une bonne chose en soi, est-ce que l'État va terminer son action budgétaire, c'est-à-dire son action de développement, son action d'investissement? Si oui, quels sont les moyens de financement alternatifs? D'accord? Le ministre ne dit absolument rien. Ça, c'est la première solution. J'espère qu'ils vont nous indiquer dans les prochains jours, dans les prochains mois, quels sont les moyens qu'ils vont mobiliser pour ne pas pénaliser la croissance, pour continuer à financer la croissance dans notre pays, mais sachant que l'État est un acteur central. Si l'État se retire de l'action budgétaire telle que nous l'avons connue ces dernières années, c'est carrément envoyer l'économie vers la panne. Vers la panne. D'accord. Soit il se retire, soit il nous donne des éléments soit il se retire, concrets. Soit maintenant il nous donne des éléments concrets. Alors les éléments concrets, il y a déjà des économistes qui parlent depuis très très longtemps l'alternative au financement monétaire. La première dont on parle beaucoup, et je souhaiterais quand même dire un mot, c'est la dévaluation du dinar. Alors justement, vous allez un petit peu vite en besogne, ce sont des questions que je vais poser au fur et à mesure. Je vous laisse et la le temps de les dévaluation, poser, oui. Je vais vous la poser, non, vous en faites pas, professeur. Je voudrais juste, pour compléter donc, la définition qui consistait à savoir ce qu'était le financement non conventionnel, aujourd'hui, Monsieur Hadef, elle a servi à quoi? Parce que voilà, on rappelle que la planche à billets a commencé à fonctionner à la mi-2017, que c'était à la base un amendement de la loi régissant la monnaie et le crédit, qui a donc fait déverrouiller le pourcentage du PIB, enfin de production monétaire sur le ratio du PIB. Et cela a servi à quelque chose pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur cela? Tout à fait. En premier lieu, je vous remercie pour votre invitation, pour cette émission et de nous donner un peu l'occasion de débattre sur un sujet qui est d'actualité aussi. Et donc pour revenir à la question, effectivement, le gouvernement a eu recours à ce type de financement connu sous le nom de la planche à billets ou du financement monétaire, qui a été contraint de le faire. Parce que à un moment donné, les réserves qui étaient allouées pour corriger chaque année le déficit dans le budget se sont épuisées à la mi-2017. Donc, vers la fin de 2016, il y a eu le débat sur un recours à un financement alternatif. Donc, on devait choisir entre soit s'endetter, aller vers l'endettement extérieur ou essayer d'opter pour cette alternative qui est... Il n'y a pas eu vraiment de débat. Hein. Le gouvernement est venu avec un projet, et il a fait valider par l'Assemblée. Hein. On se souvient qu'il n'y a pas eu en tout cas de consultation ou de concertation. Il y a eu des consultations, mais c'était de façon un peu... légère et informelle peut-être. Informelle, et je dirais juste pour la galerie. C'était pas des consultations fondées, parce qu'il y a eu le débat y est, parce que les économistes, les experts ont tous décrié à ce moment-là cette option et ce recours à ce type de financement. Donc à partir de mi-novembre 2017, on a commencé à recourir à ce type de financement où le Trésor public allait directement vers la Banque centrale pour s'approvisionner, et c'était pour corriger un peu ce déficit. Parce que ce qui a été fait pendant une douzaine d'années par le Fonds de régulation des recettes, le FRR, n'était plus possible. Donc le Trésor public allait directement à la Banque centrale s'approvisionner en production monétaire. Et c'était déjà pour corriger les besoins et aussi pour répondre à un certain nombre d'investissements, parce qu'on devait aussi allouer une certaine partie au le Fonds national d'investissement, le FNI, et aussi, ce qui était aussi urgent, c'est de combler les dépenses et les subventions envers certains opérateurs, Sonelgaz, Sonatrach, voilà, Sonelgaz, et aussi l'assainissement, voilà, l'assainissement de certaines
entreprises publiques qui étaient déficitaires, et aussi la Caisse nationale de retraite, qui était dans une situation très délicate. Endettée auprès de la CNAS. Voilà, tout à fait. Donc, en gros, c'était ça a servi à ça. Donc, et ça a maquillé un peu ce déficit, ces déséquilibres qui sont, je le dis aujourd'hui, qui sont chroniques, et pour lesquels on doit apporter des solutions à long terme et des solutions de fond. Pas seulement en optant par des alternatives pareilles, mais il faut qu'on aille vers des solutions. Et la première des choses, il faut qu'on ouvre le débat et qu'on laisse les gens, les experts dire leurs mots sur le dossier des réformes. Sur la marche à suivre des fameuses réformes, sachant que, vous faites bien de le dire, le financement non conventionnel a été conditionné à l'époque, en tout cas par l'ex-premier ministre Hamidou Yahya. Il a été conditionné par des réformes. Il a dit ok, on va faire fonctionner la planche à billets pendant 5 ans, sans limitation par an de production monétaire, mais en parallèle, on va faire des réformes. Jusque maintenant, les réformes n'ont pas eu lieu, mais ça, c'est un sujet qu'on va aborder au cours du débat. Donc, je vais juste résumer. La production monétaire a pour l'instant servi à faire fonctionner le budget de fonctionnement, à subvenir les besoins du budget de fonctionnement, les besoins de la CNR, la Caisse nationale de retraite, qui est dans le besoin de 500 milliards de dinars auprès de la CNAS, et enfin, comme vous le disiez, subvenir aux subventions qui sont, que le Trésor doit notamment à la Sonatrach et à la Sonelgaz. Et petite question d'ordre légal, est-ce que l'État peut décider de cesser du jour au lendemain la production monétaire aussi facilement qu'il a entamé? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Moi, j'inverserais la question. Est-ce que l'État a eu le droit? Il a dû réformer une loi quand même qui est très importante dans l'architecture institutionnelle du pays. C'est la loi sur la monnaie et le crédit. Oui. Qui est vraiment la colonne vertébrale un peu de la régulation, de la gouvernance économique de manière générale. Mais s'il l'a fait, alors mais pourquoi il ne ferait pas l'inverse qui est plus facile et qui est mieux accueilli dans le débat public d'ailleurs? L'amendement de l'article de loi sur la monnaie et le crédit bien sûr, est passé par l'Assemblée. Oui. Donc oui. Oui. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement, mais il peut dire que j'en ai pas besoin, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé et il peut avoir recourir à moins de crédit, dire que moi, j'en ai plus besoin, tout simplement. On n'a pas besoin de passer par une loi. Moi, je souhaiterais ajouter 2 éléments pour compléter ce que vous avez dit et ce qu'a dit aussi le collègue, pour un peu ne pas oublier une chose. Et que l'alternative du financement non conventionnel s'est imposée à l'État suite à 2 échecs successifs. La mise en conformité. L'empreinte. Et l'emprunt national. Alors, donc c'est une reconnaissance de l'échec de la politique du gouvernement à mobiliser l'épargne. La mise en conformité, vous parlez surtout l'épargne dans l'informel. Vous parlez des 7%, donc de la des 7% et de l'emprunt national à 2 taux selon les termes. Les 5 et donc l'État, par le financement conventionnel, mais avoue qu'il n'a pas su mobiliser l'épargne nécessaire pour le budget, les dépenses budgétaires qui étaient prévues sur le terme de 4 ou 5 ans. À cela, il faut ajouter un 3e élément. N'oublions pas que le Conseil des ministres avait avalisé ce qu'on a appelé le nouveau modèle de croissance et qui était une projection et une perspective budgétaire qui montrait bien quelles étaient les dépenses à observer pour ne pas tomber dans une dérive budgétaire. Mais contrairement à cela, l'ancien Premier ministre, l'ancien gouvernement, etc., ont choisi cette alternative, tout simplement, et en disant et en jetant comme ça à la face des économistes et à la face de tout le monde, etc., et en nous comparant aux États-Unis, à l'Allemagne, au Japon, on se souvient du Japon, etc. Vous vous rappelez très très bien. J'aimerais insister sur ça. Le financement monétaire, il est possible pour une petite période, mais c'est possible. D'ailleurs, les exemples auxquels nous ne sommes pas comparables ont été pris. Ce sont des économies avec une souplesse extraordinaire, c'est-à-dire qu'à une injection de monnaie qui va se transformer en pouvoir d'achat, qui va se transformer en investissement, elles sont capables de répondre très très rapidement parce qu'elles sont souples. Le degré de réponse est très très fort. Et donc le financement monétaire ne fait pas beaucoup de mal. Chez nous, le financement monétaire, il est absorbé par quoi? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inflation, paradoxalement.
il est absorbé par les importations. C'est-à-dire que pour aller plus loin, tant que les réserves de change resteront confortables, on peut contenir l'inflation même avec un financement monétaire. Mais si jamais le niveau de réserve de change venait à baisser à un niveau très bas, là vous allez avoir une inflation galopante. Parce que la production nationale n'est pas capable de répondre au surcroît de pouvoir d'achat qui est provoqué par le financement monétaire. Monsieur Hadef, selon vous, pourquoi aujourd'hui, quel est selon vous le but ou la chose qui a poussé le gouvernement à décider de cesser ce mode de financement? Sincèrement, en tant que opérateur et en tant qu'observateur de cette déclaration, je suis un peu étonné. D'ailleurs, parce que ça a été déclaré de façon un peu inattendue. En plus de ça, c'est pas une conférence de presse qui a été programmée. Apparemment, c'était lors d'un événement où on a fait cette déclaration. Et une déclaration qui n'a pas donné tous ces éléments. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est plus d'ordre politique que d'ordre économique. Donc, en tant que porte-parole du gouvernement, il devait nous donner les alternatives à cette décision. Oui. Au moins, en quoi on peut se projeter, vers quoi on va se projeter. Là, sur cette déclaration, on n'a rien. Donc c'est pour ça que ça alimente la spéculation. Et je pense que pour ce gouvernement, des déclarations pareilles sont, à mon sens, sont à éviter. C'est des déclarations qui ne donnent pas de visibilité et qui ne rétablissent pas la confiance dont on a besoin aujourd'hui, parce que c'est très très important. La machine économique est en panne, l'investissement est en panne. Normalement, nous devons donner des signaux, des messages qui vont dans le sens de rétablir cette confiance. Et non pas ajouter de la confusion. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que le financement non conventionnel, ayant été l'une des décisions phares du gouvernement Ouihia, c'est une manière de vouloir en finir avec cette période-là, avec cette époque-là, une façon de passer à autre chose? C'est une lecture, oui. Peut-être. Je n'ai pas tout à fait bien. Je n'ai pas tout à fait bien compris la question. C'est dans le sens du changement par rapport à l'ancien système, à l'ancien régime. Donc les décisions qui ont été prises par l'ancien régime, apparemment c'est ce que je lis comme lecture, c'est ça? Oui, ça c'est dans la culture algérienne. Effectivement, quand on veut changer de régime, on abandonne ses méthodes, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans ce schéma-là? Vous avez bien compris la question. Oui, d'accord. Oui, on peut être dans ce schéma. Ça fait partie de notre culture politique, je dirais. Mais aussi. Là, mais vraiment, ce n'est qu'une hypothèse, d'accord, donc c'est plein d'interrogations, etc. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un signe à la communauté internationale? Le financement monétaire est très très mal vu par les créanciers potentiels, très mal vu par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale. Et donc revenir un peu à une certaine orthodoxie sur le plan de l'économie, c'est un peu se présenter proprement à la communauté internationale. D'accord ? Parce que de toute façon, je pense que dans les prochaines années, nous ne pourrons pas éviter, à moins de supposer, ce qui est très aléatoire, à moins de supposer que le prix du pétrole réaugmente et surprenne tout le monde et remet à flot les caisses de l'État, etc., dans les prochaines années, nous serons obligés de nous rapprocher des créanciers et des institutions internationales pour négocier une nouvelle situation, de nouvelles relations. L'époque de l'aisance est terminée. Avec une position de faiblesse. Est terminée. Mais à rappeler que les recettes d'hydrocarbures ont chuté entre 2013 et 2016. En 2013, on a exporté 63 milliards de dollars. En 2016, on a exporté pour 27 milliards de dollars. Il y a eu une chute brutale due à plusieurs éléments. Alors, pour en venir justement à... Et tenter d'expliquer en tout cas aux gens qui nous suivent la situation financière dans laquelle nous sommes. On l'a expliqué à plusieurs reprises lors des émissions que nous avons fait ces dernières années. La crise financière, dite crise financière, a démarré en 2014. En tout cas, le ressenti a commencé en 2014. Aujourd'hui, la production monétaire, donc l'État, en tout cas le gouvernement, a produit pour un montant de un peu plus de 6 000 milliards
de dinars. Tout ce montant n'a pas été injecté dans l'économie. Il reste 950 milliards de dinars, donc qui n'a pas été encore injecté dans l'appareil économique. Est-ce que vous pensez que ça va suffire pour arriver à terme des dépenses qui ont été prévues dans la loi de finances de 2019 ? Je pense que c'est déjà une réponse à la déclaration du ministre de la Communication. Donc, si on arrête aujourd'hui la planche à billets, et on arrête la production monétaire, quelles sont les alternatives? Est-ce que ce montant-là qui est actuellement logé au niveau de la Banque centrale au profit du Trésor public va suffire à faire fonctionner le budget de l'État? À ma connaissance, ça m'étonnerait. Et déjà, et ça, c'est si on parle de l'échéance 2019. Donc, oui, on parle de l'exercice 2019, oui. Et il faut dès maintenant se projeter sur 2020. Est-ce qu'il y a des alternatives pour 2020? Comment on compte faire? Est-ce qu'on compte instaurer de nouveaux impôts, une nouvelle fiscalité qui va essayer de venir combler ça? C'est des suppositions, des hypothèses sur lesquelles on ne peut pas répondre. Il faut attendre une fois le gouvernement va déclarer. Et est-ce qu'il va le faire ou pas? Est-ce qu'il est, habilité à le faire parce que... Sachant qu'il a été désigné comme un gouvernement qui doit gérer les affaires courantes et non pas prendre des décisions Légalement, il sera même difficile d'aller vers une loi de finances complémentaire parce que c'est une loi. C'est une loi, voilà. D'accord. Mais là, un juriste serait plus à même de répondre à ce genre de questions. Mais il me semble que non, à partir du moment qu'il est là pour les affaires courantes. Mais je ne sais pas, je préfère réserver ma réponse. Mais maintenant, quant aux questions de détail, il reste 950, 949, je crois exactement, qui n'ont pas été dépensés, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes à mi-parcours de l'année et que Est-ce que ce mouvement du 22 février, évidemment qu'il y a eu beaucoup de conséquences positives, mais il n'y en a pas eu que des conséquences positives, il y a eu aussi un effet négatif qui a directement impacté la sphère économique et l'activité des entreprises aussi. Est-ce qu'on est déjà assez fragilisé avant ce mouvement? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une baisse des recettes fiscales des entreprises? C'est-à-dire qu'on est déjà dans une logique où les entreprises vont rapporter moins. Là, c'est une réalité aujourd'hui. L'activité économique elle est en baisse. Et d'ailleurs, le gouvernement vient de consacrer une réunion cette semaine pour essayer de débattre un peu sur les mécanismes pour essayer de maintenir l'activité et essayer d'éviter à des entreprises qu'elles soient déclarées faillites. Donc là, c'est toute l'alarme et l'alerte qui est tirée par le gouvernement et sur le terrain en tant qu'acteur sur la scène économique. Je dirais aussi qu'on aura beaucoup du mal à terminer notre année. Les entreprises vont souffrir cette année et on le voit d'ailleurs. Et je pense en quoi justement est-ce que cette souffrance est vécue par les entreprises? La première des choses, c'est l'intention en investissement. Donc l'économie, c'est le moteur de l'économie. Si on parle d'économie, on ne peut pas la dissocier de l'investissement. Donc, si les chefs d'entreprise ne se projettent pas et ne se lancent pas dans des investissements, que ce soit des investissements d'extension ou de nouveaux investissements, là, c'est un risque pour l'économie. Donc, l'économie va déjà en souffrir. Aussi, le problème majeur que nous vivons aujourd'hui, c'est cette faiblesse de diversification de notre économie. On a toujours appelé à diversifier l'économie, mais la réalité, elle est tout autre. Je dirais aussi qu'on n'avait même pas une réelle volonté pour le faire. Donc sur les débats et sur les politiques publiques, on le disait souvent, mais en réalité, on ne l'a pas fait. Aussi, il y a une autre chose, c'est tellement la gouvernance, elle est centralisée, tellement la gouvernance, elle est, je dirais, et j'assume mes propos, elle est en déphasage par rapport à la réalité. Il faut reconnaître aujourd'hui que les régions ne produisent pas de richesse. C'est les hydrocarbures seulement qui sont en train de nous maintenir.
Les régions ont leurs potentialités, ont leurs atouts, mais on ne s'est jamais orienté vers ces régions-là. Le développement local aussi. Le développement local, les acteurs locaux n'ont jamais eu leur chance pour se lancer dans cette diversification. Pour grandir, pour investir aussi. Voilà. Donc pour revenir à ce problème budgétaire, je pense qu'aujourd'hui, l'économie va en souffrir, l'entreprise va souffrir, et j'espère que, pour ne pas être dans un débat alarmiste, parce qu'il faut qu'on se projette avec de l'espoir et de l'optimisme. Et du réalisme aussi. Du réalisme. Nous avons des potentialités. Ça serait faux de dire aux gens que ça va se faire à court terme. On doit passer par une période difficile. Il faut qu'on le dise. Il faut que le commun des citoyens l'accepte et il soit acteur dans cette démarche. Et à partir de là, il faut se projeter vers un projet et un modèle de croissance réel qui prend en compte et en considération nos potentialités réelles. Il ne faut pas qu'on soit dans un débat démagogique, populiste, juste pour dire que vous allez avoir de l'emploi, vous allez avoir du logement, mais en réalité c'est tout autre. Si on veut se projeter, il faut qu'on soit sincère. Et la première des choses qu'on doit, pour revenir au débat sur le budget, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'avoir une audit sincère et réelle de la gestion du budget, donc de la gouvernance des finances. Et à partir de là, on peut commencer à débattre. Un mot avant de commencer. Oui, moi j'aimerais bien réagir. Moi, ma réponse sur cette question, les retombées du 22 février du Hirak sur le monde économique, elle est nettement plus nuancée. Dans le meilleur des cas, ça n'a fait qu'accentuer la tendance. La tendance, elle était là depuis 2014. Depuis 2014, etc., il y a une mauvaise anticipation du futur et donc ça a des retombées sur l'investissement. Le consommateur, il a un nouveau comportement, il fuit devant la monnaie nationale, on ne fait pas confiance à l'avenir. Je voudrais revenir, et donc cette histoire de temps politique, temps économique, qui est dans les débats publics, sur les plateaux, à la radio, etc., soit on dit que ça fait mal à l'économie, et on arrête ce Hirak et on reconduit le même type de gouvernance. Et on est sûr que dans 20 ans, 25 ans, on retombera dans une situation qui est pire, avec une population qui est égale à 70 millions, d'accord ? Et on s'en sortira jamais. Soit on dit que le temps économique est le temps long. Et qu'on réfléchisse pour une gouvernance qui nous débarrasse de tout cela et qu'on mette l'économie sur des rails de long terme qui donnera de la diversification, de la croissance, de l'accumulation et tout cela, mais grâce à une bonne gouvernance. Je voudrais dire juste un mot pour vraiment revenir au débat que vous posez. Je ne sors pas du questionnement. L'État algérien, mais quand je dis l'État algérien, c'est au sens comptable, pas au sens politique. L'État algérien au sens comptable, au sens budgétaire, chez les économistes et chez les politologues, il est traité comme étant un État rentier. Un État rentier, c'est-à-dire c'est un État qui retire l'essentiel de ses ressources indépendamment de la société. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de ponctionner une partie du PIB hors hydrocarbures pour accumuler des ressources. Cela veut dire tout simplement que sur 15 ans, 20 ans, 65 à 70% des recettes de l'État venaient de la fiscalité sur les hydrocarbures. À partir de ce moment-là, nous avons affaire à un État riche qui se rend indépendant par rapport à la société. D'accord ? Et donc, qui n'a plus besoin de rendre compte à la société, puisqu'il ne lui prend plus son argent pour le redistribuer. Mieux que ça, il lui redistribue de l'argent qu'il ne lui a pas pris. Et donc, ça va tout simplement avoir des conséquences énormes sur l'économie, sur la société et sur la politique tout court. Sur l'économie, les conséquences mais que la demande aujourd'hui de l'État, la demande budgétaire, le budget d'équipement, est l'essentiel de la croissance. Aujourd'hui, le budget est en panne. Vous avez des milliers d'entreprises dans le BTP qui sont déjà tombées en panne. D'accord ? Nous sommes dans une situation où l'État, quand il tombe en panne, il entraîne sur son sillage la panne de toute l'économie. Le problème, il faut sortir de cette procyclicité. La même chose est arrivée en 86. En 86, nous avons vécu exactement les mêmes phénomènes. Aujourd'hui,
nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris la leçon du passé et s'arrêter pour dire que ça fait mal à l'économie, c'est-à-dire encore une fois qu'on n'a pas compris et qu'on risque de dire faire les choses très vite pour gagner du temps, pour ne pas blesser l'économie et on va retomber encore. Il faut sortir du cycle. Et donc apprendre de son histoire et apprendre de ses erreurs, enfin des erreurs. Exactement, exactement. Et je pense qu'on a fait déjà une erreur, la deuxième est là, et que l'essentiel du débat public et l'essentiel de la politique économique, c'est de répondre à la question suivante. Jamais plus retomber dans les mêmes erreurs. On nous a fait la peau en 90 avec l'ajustement structurel. Tout à fait, oui. C'était vraiment à la hache. Aujourd'hui, si nous ne nous préparons pas à cela, mais nous-mêmes, ils vont venir le faire dans 3 ou 4 ans et ils le feront de la même manière qu'ils l'ont fait dans les années 90. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est invité à un large débat, gouvernement, experts, la société, etc. Mais pour dire qu'il y a quelque chose, il est très peu probable que nous puissions l'éviter, évitant d'aller au mur et préparons nous-mêmes avant qu'on nous jette sur le mur. Alors, voilà, le problème, il est là. On va reprendre le débat autour justement de l'intérêt, de l'importance de repenser l'économie et de faire la différence entre le temps économique et le temps politique. On revient sur ce débat dans quelques secondes. Ce programme vous est présenté par JICA. Alors, on disait... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous dites à l'instant qu'il était bénéfique et nécessaire de revoir la gouvernance, de revoir en fait comment la politique est connectée ou pas à l'économie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi un risque que la situation actuelle en fait ne grève encore davantage des filières d'activité, puisque on parle d'un déficit budgétaire, on parle d'un gouvernement qui annonce ne pas avoir recours à aucun type de financement non conventionnel ni endettement externe. On est tenté de croire qu'il va y avoir des coupes sur le budget d'équipement. Oui, on est en train de s'orienter vers ça. Et qui dit budget d'équipement, donc fait penser automatiquement aux entreprises. Bien sûr, au plan de charge des entreprises actuelles. Donc, qui souvent, comme vous le disiez, professeur, sont liés au marché public. À la commande publique et surtout dans des investissements des infrastructures. Donc, c'est des entreprises qui vont souffrir directement, qui vont avoir à ressentir ces coupes budgétaires directement et les résultats, on va les voir immédiatement. Hein. C'est pas quelque chose, parce que c'est des entreprises qui dépendent peut-être à 100% du plan de recherche de l'État. Et aujourd'hui, si on coupe ce budget-là, d'ailleurs, on les a habitués. On ne les a même pas donné l'occasion de leur apprendre à travailler ailleurs. Donc aujourd'hui, si l'État ne prévoit pas et ne donne pas du travail, ces entreprises ne feront rien. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu quand même enfin, l'État a levé le pied sur les budgets d'équipement déjà il y a 2 ans de cela. Il a juste laissé entre parenthèses le logement, enfin les plans en tout cas de logement qui ont continué à fonctionner, mais il a commencé déjà à y avoir aussi des coupes sur les budgets d'équipement. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça n'a fait que accentuer la tendance qui est là. C'est-à-dire qu'à bien regarder, moi je vais vous dire un peu, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Nous avons rencontré le gouvernement par l'intermédiaire du CNES à 2 reprises. Une fois en 2014, donc avant que le prix du pétrole n'annonce sa baisse. Et donc il y avait une rencontre au gouvernement, le CNES et la société. Donc il y avait les grands acteurs, etc. On avait préparé tout un dossier exactement dans la problématique que vous traitez aujourd'hui, de dire... C'était à l'époque du gouvernement Sellel. Exactement, c'est ça. Je n'ai pas voulu prononcer le mot pour ne pas... Non, mais c'est important de se situer dans le temps. Mais c'est le gouvernement Sellel, mais parce que vous avez prononcé... Et c'était à Genel-Miter, et c'était en grande pompe. Non, c'est le premier, c'est avant celui-là. C'était à Club des Pins. Après, on a fait un deuxième en grande pompe à Genel-Miter. Je vais vous en parler aussi. Et à l'époque, sur la première rencontre, alors que le prix du pétrole était encore à un niveau assez haut. Il était encore au-dessus de 100. On avait développé un argumentaire pour dire qu'il faudrait arrêter. Arrêter, ça ne peut pas continuer. Il faut aller vers un autre modèle de croissance. Il faut se débarrasser des hydrocarbures. Il faudrait avoir une autre politique budgétaire, etc., etc. Ben, on nous a écoutés gentiment. Et on nous a renvoyé un message qu'on était trop pessimiste, qu'on était rigide, psycho, quelque chose comme ça. Deuxième rencontre. Deuxième rencontre, un peu plus restreinte aussi. J'étais présent à cette rencontre. Il était question, alors là, le prix du pétrole avait déjà commencé à baisser, etc. Mais quand même, on avait des réserves de change encore à peu près de 180 ou 190 milliards de dollars. Et on avait encore un fonds de réserve, un FRR, qui était encore à 45 milliards de dollars. Voilà. On avait dit qu'il faut arrêter. Il était prévu qu'on sorte avec une feuille de route à l'époque. Mais pour dire qu'on va traiter les subventions aujourd'hui, on va traiter la politique budgétaire là aujourd'hui, on nous a renvoyé exactement de la même manière. Et aujourd'hui, donc cette deuxième réunion, c'est en 2015. Nous sommes en 2019. La question qui se pose, 4 ans sont passés. Et ça fait 4 ans qu'on est passé par, on est menacé
par une situation qui s'aggrave de jour en jour. Le problème est de communiquer et de dire qu'est-ce qu'on a fait. On nous a dit qu'il y avait une commission qui travaillait sur les subventions au ministère des Finances. Aucune communication. Je ne peux dire ni que c'est bon, ni que c'est mauvais. Mais pour le moment, nous ne sommes pas informés. Oui, c'est le statu quo. Il y a au moins, madame, 25% du PIB qui va vers les subventions implicites et explicites. Le déficit budgétaire aujourd'hui est de 8%. Mais on a de la marge là, hein, on a de la marge. C'est-à-dire que même si vous récupérez 3 ou 4 milliards, il y a de quoi, de dollars, il y a de quoi quand même alléger le déficit de l'État, il y a de quoi donner de l'air aux poumons, etc. etc. D'accord? Donc il faut revoir les subventions. En plus, je dirais qu'ils sont restés sourds à la publication de l'ONS, qui est un office public, qui a montré tout simplement que les subventions allaient aux riches et n'allaient pas aux pauvres. C'est 1/3 contre 2/3. Qu'est-ce qu'on a fait de cette information capitale? Alors aujourd'hui, on est dans une société, on ne sait pas qui est qui. Mais enfin, il y a des choses qu'on peut faire en attendant. Je donne une piste. Bon, quitte à être très impopulaire. Hein. Mais vous avez dans ce pays un fichier centralisé des voitures. Pourquoi je ne prendrais pas les voitures de luxe, j'estime leur consommation en carburant et je fais une taxe en attendant de libérer complètement le prix. Et faire un calcul comme ça, mais rapide, et dire que ça va me rapporter tant. Pourquoi je ne le ferai pas pour l'électricité? Pourquoi je ne le ferai pas pour le gaz? D'accord? Je ne sais pas qui est pauvre, qui est riche, mais je connais les gens qui ont des villas, qui ont des superbes appartements, etc. Mais on ne le sait pas, puisqu'il y a un problème de déclaration, il y a un problème de déclaration, un problème d'informel. Non, ça c'est les petits qui sont dans l'informel. Les fichiers centraux existent. Les gens qui ont des villas cossues, on les connaît. Pas seulement les petits qui sont dans l'informel, là. Oui, les grands aussi sont dans l'informel. Non, je parle de l'habitat. Et même les très grands. De l'habitat. De l'habitat. Je parle des fichiers connus. Hein. Bien sûr, l'informel est grand. Donc les biens fonciers, les biens fonciers. Voilà, mais c'est connu. Mais c'est connu. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais quelqu'un qui habite au 12e étage dans un petit 2 pièces avec 10 gosses, bien sûr, c'est pas celui-là que je vais taxer. Est-ce que la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, période difficile, dite de pré-transition, où le gouvernement est plus ou moins toléré, voire pas du tout, par la population, est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment d'aller chercher l'argent là où il se trouve dans ces niches qui sont importantes, hein. On parlait de l'informel, on parlait des gens qui ont des richesses. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire maintenant, en ce moment? Parlons du temps politique. Hein. Non, je pense qu'actuellement, déjà le dossier de l'informel, il faut qu'on y parle, qu'on ouvre le débat sur ça. Parce qu'on n'avait pas eu le courage pendant des années à le faire. Sous prétexte de la paix sociale, sous prétexte de plusieurs... oui, l'argument de l'équité aussi, etc. entre les... Mais aujourd'hui, je pense que l'économie informelle, on doit y débattre et en parler aujourd'hui parce que c'est une économie qui existe et qui prend de plus en plus de l'importance. Et on l'estime à un moment donné à 40 milliards de dollars. C'est ça, 45, même 50. Voilà, comme poids. Et tout cela, c'est... Et moi, je dis que c'est notre façon de la voir, de la regarder, qui n'a pas été juste. Parce que cette économie-là, si on la voit de près, c'est une économie qui est très organisée. Je dirais peut-être, elle est plus formelle que l'autre économie. Mais l'État s'est montré très faible par rapport à cette économie informelle qui aujourd'hui s'impose de par son poids. Parce qu'elle fait nourrir des familles. Mais non, surtout... Et elle se substitue à la forme de régulation par la gouvernance officielle. C'est elle qui règle 50% de l'économie. Mais on l'appelle informel, c'est surtout par sa relation vis-à-vis de l'État. Mais à l'intérieur, c'est une économie qui est très structurée, très organisée. Oui, mais informel, ça ne veut pas dire pas structurée, mais informel, ça veut dire qu'elle échappe au circuit officiel. Au circuit officiel. Le circuit officiel, c'est l'impôt et la banque. Voilà. Mais justement, notre façon de la voir, de la regarder, c'est ce qui nous a un peu, peut-être, nous a pas permis d'aller vers elle. Je parle Vous parlez des projets d'intégrer, par exemple, l'informel. Voilà. Intégrer les opérateurs informels dans le formel. Voilà. Mais ça, c'est un effort de l'État qui aurait dû être fait. Justement, je parle des pouvoirs publics. À un moment donné, on devait ouvrir un débat avec
les acteurs qui sont dans l'informel et être directement en tour de table et essayer dans les régions, un peu partout, de débattre avec eux, de voir leurs doléances, leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils veulent, comment on peut connecter cette économie au système fiscal, au système... Il y a eu même une proposition d'une association qui a tenu une AG mais qui n'a pas été autorisée, des distributeurs qui avaient proposé, non pas une sorte d'amnistie fiscale, mais ils ont dit une exonération selon les régions. Voilà. Exemple, voilà. Une espèce d'impôt, non, voilà, un impôt forfaitaire. Ils ont fait une proposition, mais je pense qu'ils n'ont jamais réussi à rencontrer les pouvoirs publics. Exemple, non, mais aujourd'hui, on est obligé de le faire. Oui, parce que l'État n'a pas besoin de cet argent, parce qu'il est rentier, parce qu'il a ses propres ressources. Et aujourd'hui, il se retrouve devant une organisation, certes informelle, qui parfois est plus forte que lui-même. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je résume. Mais là, il y a deux problèmes avec l'économie informelle. D'abord, il y a un problème de justice. De quelqu'un qui ne paye pas ses impôts et qui profite des biens publics exactement comme celui qui paye ses impôts. Tout à fait. Les économistes l'appellent passager clandestin. Tout à fait. Ces gens-là, ils envoient leurs enfants à l'école, ils empruntent l'autoroute, ils vont à l'hôpital, etc. Or, c'est des biens publics, d'accord? L'État les paye grâce à ses recettes pétrolières. Sinon, dans un autre État qui n'aurait pas la même nature de nos ressources, il serait obligé d'aller chercher, d'aller piocher dans la poche des gens pour avoir ces ressources. D'accord? Deuxièmement, maintenant, la question qui se pose, vous avez raison de le dire, tous les deux d'ailleurs, comment formaliser l'informel? Tout à fait. C'est-à-dire que l'argument des gens de l'informel, ils disent que l'État aujourd'hui est incapable de nous rendre des services publics à la hauteur de ce que nous lui donnerons si nous devons lui donner. C'est-à-dire que le service public, d'accord, il doit s'améliorer pour décider, mais l'informel de se formaliser. Et il verra par calcul économique qu'il lui sera plus profitable d'être dans le formel que dans l'informel. Voilà le problème, il est là. Si je me permets, pour ajouter quelque chose sur ça, pas seulement le service public, surtout le fonctionnement de cette économie-là, qui a besoin d'une logistique assez performante, qui a besoin d'un système financier performant. Elle a son propre système financier, elle a sa propre logistique. Donc elle a besoin aussi d'une organisation qui a de la performance, qu'elle ne retrouve pas dans l'économie formelle. Aujourd'hui, si vous permettez, lorsqu'on parle de logistique, c'est un dossier sur lequel nous avons trop parlé, mais on n'a rien fait. Mais pas suffisamment, oui. Où sont les plateformes logistiques dont on parlait depuis des années? Où sont les regroupeurs? Oui, donc il y a un environnement qui n'aide pas ni l'opérateur formel ni l'opérateur informel. Il y a un paradoxe. Mais pour revenir il y a un paradoxe, juste un mot, je ne parlerai pas beaucoup. Allez-y, pour refermer la parenthèse. Voilà. Au début des années 90, donc au moment où on entrait dans les réformes libérales, l'économie informelle était à 10 ou 15%, c'était à la marge. Tout à fait. Et on pensait tous, mais à l'époque, que le marché allait balayer ça. 20 ou 30 ans après, nous avons 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informel, qu'on le veuille ou non, et là ça n'engage que moi, sert le clientélisme d'État. Le problème, il est là. Il est entretenu. D'ailleurs, à chaque fois, on a voulu introduire les instruments monétaires, d'accord, le chèque, etc. etc. Vous allez aujourd'hui chez Sovac, chez les grandes entreprises, etc. Vous allez payer avec la shkara quand même. Il y a aussi un autre dossier sur la modernisation. C'est quand même qui est extrêmement grave. Sur la modernisation de l'administration qui est chargée du contrôle de la régulation. Par exemple, des administrations fiscales et des administrations du commerce, pour lesquelles nous avons pendant longtemps décidé de moderniser et d'introduire les TIC. Et à ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas notre fichier. Les TIC sont subversives. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que vous avez dit. Vous avez dit que politiquement, ça n'arrangeait pas l'État d'être dans la transparence. Et donc, ça servait c'est le clientélisme. Alors, je rappelle que, bon, je ne vais pas le citer cette fois, un des anciens premiers ministres, et qui lui-même qui a voulu instaurer le chèque quelques années plus tard face à l'Assemblée, lorsqu'il était là pour vendre le financement non conventionnel, il a dit pourquoi vous vous acharnez à parler d'informel, parce que cet argent d'informel ne représente rien.
C'est-à-dire que même si on va les récupérer, tous ces centaines de milliards de dinars qui gravitent dans la sphère informelle, ça ne rééquilibrera pas notre déficit et qu'il faut quand même produire de la monnaie. Ça, c'est juste pour rappeler une histoire qui est très récente. Alors, vous parliez tout à l'heure des bonnes méthodes ou du bon pas sur lequel nous pourrions aller grâce à ce mouvement populaire du 22 février. Est-ce qu'il y a... Quelles sont les orientations, les grandes orientations stratégiques qui vont nous permettre de sortir de cette impasse que devra prendre en tout cas un gouvernement, le gouvernement en tout cas qui sera périn, celui que le peuple aura désigné? Bon, il y a plusieurs choses. Je commencerai par une lecture sereine de la structure du budget de l'État. Quand, depuis tout le temps, depuis 20 ans, 30 ans, vous savez, il y a deux manières de lire le budget. Avec le pétrole et sans le pétrole. Quand vous le lisez sans le pétrole et vous calculez les ratios pertinents, hein, les économistes et les financiers savent le faire, etc., même quand le pétrole était à 150 $, il est arrivé pendant une semaine ou deux jusqu'à 153 $, d'accord, les ratios pertinents du budget montraient qu'il y avait une détérioration très profonde de l'économie algérienne. Tout à fait. Donc ça, c'est la magie de la rente pétrolière. C'est la magie de la rente pétrolière. C'est un maquillage. C'est un maquillage. Soit on regarde le budget comme ça et on accepte de se voir tel qu'on est, soit on fait dans la démagogie et dire que nous avons un fonds de régulation des recettes, nous avons des excédents, etc. Et on cache la vérité à la population, d'accord? Parce que la vérité, dire que cet excédent, il est aléatoire, il peut être remplacé très très rapidement par un déficit. C'est fictif. Hein, d'accord? Le fonds de régulation des recettes, il a fondu en moins de 3 ans. Il a fondu au moins de 3 ans. C'est une fausse richesse en fait. Hein. D'accord? Donc, le premier point, c'est de faire dans la communication. Dans la communication. Pour expliquer à la population et pour expliquer même aux opérateurs, etc., quelles sont les ressources pérennes, je reprends votre mot, un peu, sur lesquelles nous allons compter. D'ailleurs, je vous rappelle que le fonds de régulation des recettes, quand il a été mis en place, il a été encadré par la loi. Il a été très encadré par la loi qu'on ne touche pas. À partir de 2006, on l'a ouvert à l'investissement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu explosion du budget. C'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Il a servi à quoi? À investir, vous pensez? Oui, mais à investir, mais aussi à tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. Oui. D'accord. Quand vous avez une technocratie, plus le budget d'équipement est gros et plus ce qu'on dénonce aujourd'hui est gros aussi. Plus les gens se sucrent à différents niveaux. Exactement. D'accord. Bon, je n'ai pas de chiffres, etc. Mais je veux dire que les deux mouvements, ils vont. Mais en tout cas, les dernières affaires en justice, elles le prouvent. Elles prouvent bien que la période de revenir à une lecture sereine du budget. Aujourd'hui, quand vous prenez certains ratios, écoutez, là aussi, je vais revenir dans l'histoire. Jusqu'aux années 80, la rente pétrolière était préservée du budget de fonctionnement. C'était une loi qui n'était pas écrite, mais elle était observée. J'ai les chiffres sur le long terme, d'accord? La fiscalité pétrolière, elle allait directement à l'investissement. Aujourd'hui, vous financez 50% de votre budget de fonctionnement avec la rente pétrolière. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation suffisamment mais fragile. Si jamais demain le prix du pétrole il baisse encore, peut-être qu'on n'aura pas de l'eau dans les robinets, peut-être qu'on n'aura pas l'électricité, peut-être qu'on n'aura pas ceci, etc. Ce discours qu'il faut tenir. D'accord. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. D'accord. Et à partir de 80, cette loi d'or qui était observée, on l'a abandonnée. D'accord. Et en 2006, l'ancien président de la République, enfin c'est l'ancien président de la République, M. Bouteflika, il a pris la décision d'ouvrir le fonds de régulation des recettes en laissant un plafond équivalent de 10 milliards, etc. Et donc l'investissement a explosé. Voilà. Maintenant, la conduite budgétaire à avoir, Monsieur le ministre qui a annoncé que nous n'aurons plus recours au financement monétaire, c'est une bonne chose. Mais simplement, il ne parle pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va relancer une opération d'emprunt dans le contexte actuel? Ça m'étonne. C'est difficile. On va lutter contre l'informel dans le contexte actuel? Ça me paraît difficile. On va aller vers l'emprunt extérieur. Je ne sais pas s'il a dit on n'ira pas à l'emprunt extérieur. Non. Il l'a dit. Il a dit. Donc il ferme aussi cette porte.
Mais qu'est-ce qui reste? Il y a des économistes qui conseillent la dévaluation. Oui. Chose dont je voulais parler dès le début. La dévaluation, effectivement, c'est magnifique, parce que c'est un instrument élégant, très peu coûteux pour mettre en place. Il suffit de prendre la décision, d'accord, et l'État aura plus d'argent. Tout à fait. Et l'État aura plus d'argent, il aura 20% ou 30%. C'est la solution, vous pensez, à préconiser? Non, mais attendez, je vais c'est de dévaluer la valeur du dinar? Mais attendez, je vais terminer. Moi, je ne suis pas contre la dévaluation. Je suis juste en train de dire mais quels sont ses effets. Et ces effets ne sont pas les mêmes selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre. Si on dévalue le dinar, les biens salariaux, comme on les appelle en économie, vont souffrir. C'est-à-dire, en clair, l'essentiel de notre ration alimentaire, nous l'importons. 70%. D'accord? Oui. 70%. Donc, le consommateur, le salarié sera directement impacté. Le Marocain ou le Tunisien, dans ce pays, on n'aime pas qu'on on se compare à ces gens-là, ils supporteront mieux une dévaluation de leur monnaie parce qu'ils ont une meilleure autosuffisance alimentaire que nous. C'est ça les biens salaires. Oui. Deuxièmement, est-ce que les entreprises vont supporter une dévaluation? Poser la question, dire est-ce que les entreprises sont capables d'avoir une offre de substitution aux importations? Ça, c'est l'effet du long terme. Donc, une dévaluation sera très dommageable dans le court et moyen terme. Je dis bien dans le court et moyen terme. Pour les entreprises et pour les ménages. Pour les ménages surtout. L'État question... en bénéficiera, c'est sûr, mais au détriment de la société. Monsieur Hadef, pratiquement la dernière question. Est-ce que vous pensez que parmi les mesures d'urgence à consentir pour, encore une fois, voilà, pour équilibrer ce déficit budgétaire sans avoir recours à un modèle de financement non conventionnel ou externe, est-ce que ce serait celui-ci, celui d'évaluer la monnaie? Possible, mais moi j'opte plus pour un débat sur l'ouverture du débat sur les subventions. Et là, il faut qu'on s'y mette rapidement et essayer d'en débattre et essayer de minimiser un peu ce fardeau qui pèse très lourd sur notre économie et sur notre budget. Exactement. Deuxième chose, il faut qu'on se mette au travail aussi. Bah, bien sûr, c'est l'essentiel. Vous avez parlé des aspects un peu macroéconomiques et budgétaires, mais sur le terrain aussi, il faut que les gens se mettent au travail. Il faut qu'on restaure un peu la chaîne de valeur. Et en premier lieu, la valeur du travail. Il faut que les gens travaillent pour percevoir leur salaire. Pour mériter. Pour mériter. Et aussi, il faut qu'on donne l'occasion aux gens qui ont la compétence de créer la richesse, que ce soit dans les biens et dans les services. Et surtout dans les services qu'on peut faire rapidement et aisément, facilement. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement, où le retour d'investissement est très important. La valeur ajoutée, elle est importante dans les services. Donc c'est sur ces débats-là qu'on doit déjà discuter et aussi se projeter, parce que cette période sera difficile, quoi qu'il en soit. Il faut le dire, il faut que le citoyen lambda soit associé. Il ne faut pas qu'on reste dans un dialogue de sourds et dans un dialogue où on se met dans des tables rondes, dans des hôtels et dans des conférences et on met la société de côté. Non, aujourd'hui, il faut qu'on aille... reproduire en fait les mêmes schémas des précédents gouvernements. Voilà, tout à fait. C'est ce qui s'est passé en 86, ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à aller vers la société. Et quand je dis aller vers la société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut aller vers les régions. L'Algérie, c'est pas Alger. Gérer l'Algérie de façon centralisée comme on le fait aujourd'hui, ça ne nous mènera pas loin. Aujourd'hui, on doit sortir. Il faut que les gens qui décident soient en contact avec la réalité, ils écoutent le citoyen, ils sachent qu'est-ce qu'on a comme potentialité. Et là, je veux bien ouvrir une parenthèse sur un projet. Lorsqu'on était à la Chambre de commerce, personnellement, j'ai fait un massage à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, la CACI. On avait initié un projet très ambitieux qui était la cartographie économique, la fameuse. Oui, j'ai failli être associé, mais il est tombé à l'eau. Il est inscrit dans la politique du gouvernement, à la page 26.
Oui. On a décidé de créer cette cartographie économique qui a été initiée par la CACI. Oui. C'est une cartographie qui devait nous donner l'information. On parlait tout à l'heure de l'information économique et de l'information financière, qui est actuellement, on ne dispose pas de sources d'informations fiables. C'est le besoin d'informalité dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est à l'ère de l'économie de savoir et surtout du business intelligence. C'est ça, exact. Et aujourd'hui, on doit s'y mettre. Donc moi, j'appelle de ce plateau-là la relance de ce projet. C'est un projet très très ambitieux avec des retombées pas seulement locales, mais surtout à l'international. Parce que on a besoin aujourd'hui des EDE. Un investisseur étranger n'a pas besoin de venir. Si on avait ce portail, cette plateforme... Mais la connaissance du marché local, par les locaux eux-mêmes. Voilà, même cette plateforme-là c'est une plateforme électronique. À partir de votre bureau, vous pouviez visualiser toute l'information économique partout. Donc c'est un projet ambitieux vers lequel moi j'appelle à sa relance. Et entre autres, j'insiste sur le développement local. Oui. Il faut qu'on lui donne sa part. J'espère que votre appel a été entendu, en tout cas, par qui de droit, hein, parce que c'était très difficile de personnifier qui aujourd'hui est en mesure de prendre la bonne décision. Merci beaucoup d'avoir fait ce débat, ce dernier débat de la Semaine Éco de cette saison, où on a essayé d'apporter un éclairage sur des questions qu'on s'est posées tous les trois, à savoir que va faire l'État pour éponger son déficit budgétaire. J'espère qu'on se reverra bientôt sous de meilleurs auspices et à tous les niveaux, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui a aussi beaucoup travaillé pour faire en sorte de vous donner la meilleure image qui soit de la Semaine Éco. Je vous souhaite de bonnes vacances. On va essayer, on va faire notre possible et à très bientôt. Au revoir.